Bonjour à tous. Donc on va continuer ce qu'on avait commencé à faire la dernière fois, qui consistait pour les graphes réguliers à essayer de faire un lien entre le spectre du Laplacien discret et puis la décroissance des corrélations de ce qu'on avait appelé le flot géodésique. Alors on va peut-être récapituler le lien qu'on avait vu entre, d'une part, les valeurs propres de la matrice de Hashimoto, qu'on avait appelé grand B, qui est une matrice indexée par les arêtes orientées, et puis le spectre du Laplacien. Enfin, le spectre plutôt de la matrice d'adjacence, mais qui est la même chose que le Laplacien pour un graphe régulier. Alors, on va peut-être faire un dessin. Alors, la matrice B, ses entrées, c'est des 1 ou des 0. Et puis, on avait appelé Q plus 1 la valence du graphe. Donc, dans la matrice B, sur chaque ligne et sur chaque colonne, il y a Q entrées qui valent 1 et 0, et puis les autres valent 0. Ce qui fait que déjà, le rayon spectral, de toute façon, est plus petit que Q. Et puis, on avait vu que si on a une valeur propre de la matrice d'adjacence, on peut faire un changement de paramètre qui consiste à l'écrire comme lambda égale 1 demi plus IS, Q puissance 1 demi plus IS plus Q puissance 1 demi moins IS. Et puis comme lambda doit être réel, le paramètre S, il est soit réel, soit imaginaire pur. Et on avait vu que une valeur propre de A donne naissance en général à deux valeurs propres de B, qu'on avait appelé epsilon de plus ou moins S. Donc, les valeurs propres de B, c'est Q puissance 1 demi plus ou moins IS. Donc, ça fait le dessin suivant. Donc, alors, il y a le cas particulier. Alors, la valeur propre triviale, lambda égale Q plus 1, elle donne lieu à une seule, elle est un peu particulière, elle donne lieu à une seule valeur propre de B qui est la valeur propre triviale de B, qui vaut Q. Le graphe G, le départ, il peut avoir comme valeur propre moins Q plus 1, mais c'est le cas si et seulement si il est biparti. Et dans ce cas-là, cette seconde valeur propre triviale, elle donne naissance à la valeur propre moins Q pour la matrice de Hashimoto. Après, alors, il y a un cercle qui est important, c'est le cercle de rayon racine de Q, qui correspond racine de Q, ça correspond au cas où S est réel, qui s'appelle le spectre tempéré. Donc ça correspond, les valeurs propres lambda qui sont plus petites en valeur absolue que 2 racines de Q, ça correspond au S réel. Et ça va donner lieu à deux valeurs propres de B qui sont complexes conjuguées et qui sont sur ce cercle. Donc ça, c'est le cas un peu générique. La plupart des valeurs propres de B sont sur ce cercle. Et puis, il peut y avoir ou non ce qui s'appelle du spectre non tempéré, qui correspond au lambda qui serait de module de valeur absolue plus grande que 2 racines de Q, qui correspondrait donc au S imaginaire pur. Et un tel lambda, ça va donner deux valeurs propres qui sont comme ça. L'une est là et l'autre est là. Voilà, ça donne naissance à ces deux valeurs propres. Donc on avait dit que si on comptait... donc ça, ce sont les valeurs propres de B qui viennent du spectre du Laplacien, mais on avait dit que si on les comptait, il n'y en avait pas le bon nombre, et on avait vu que les valeurs propres manquantes, c'est forcément plus ou moins 1.
Et on avait commencé à voir qu'elles avaient une interprétation topologique. Hein. Donc, on avait démontré que les seules valeurs propres qui ne viennent pas de valeurs propres du Laplacien, c'est forcément plus ou moins 1. Et puis, on avait énoncé, mais sans le démontrer, je vais essayer de le faire rapidement, la proposition suivante, qui est vraie à condition que le rang cyclique, B c'est le rang cyclique du graphe, donc cette proposition, on peut se convaincre que si le rang cyclique est 1, elle n'est pas vraie, mais que le sous-espace propre de la matrice de Hashimoto associé à la valeur propre 1, il coïncide exactement avec l'ensemble des fonctions définies sur les arêtes orientées qui sont impaires, c'est-à-dire impaires par l'involution qui consiste à inverser le sens des arêtes et puis qui vérifie d bar f égale 0. Je rappellerai dans un instant, enfin d étoile f égale 0. Je rappellerai dans un instant la définition de d étoile. Ce qui est toujours vrai, c'est qu'il y a toujours cette inclusion-là. Et c'est pour l'inclusion dans l'autre sens où on a besoin de supposer que le rang cyclique n'est pas égal à 1. Et puis, la valeur propre moins 1, ça correspond aux fonctions sur les arêtes orientées qui sont maintenant paires et qui vérifient toujours d étoile f égale 0. Alors là, voilà, l'inclusion que j'ai écrite, c'est celle qui est toujours vraie, donc on peut se convaincre facilement. Et je vais juste dire un mot sur comment on démontre l'inclusion inverse. Donc preuve de l'inclusion qui n'est pas complètement évidente et pour laquelle on a besoin de, on va voir qu'on a besoin de l'hypothèse sur le rang cyclique. Ben, soit je vais prendre f, une valeur propre de B pour la valeur propre 1, donc BF égale F. Et puis je vais poser psi c'est D étoile F. Faut qu'on montre que psi est forcément nul. Et je rappelle que le D étoile F, sa définition, c'est la somme des F de E. C'est la somme des valeurs de F sur toutes les arêtes d'origine X. Donc si maintenant F était une fonction sur les arêtes orientées et psi est une fonction sur les sommets. Alors je vous laisse vérifier que si j'applique A si j'applique la matrice d'adjacence à psi, je trouve que A psi c'est Q plus 1 psi. Ça, j'ai pas encore. Enfin, ça, c'est ce qu'on appelle une fonction harmonique. Ça veut dire que psi vérifie la propriété de la moyenne. Et si le graphe est connexe, j'ai toujours supposé le graphe connexe, mais ça, c'est une fonction harmonique. Donc, psi doit être constante. Les fonctions harmoniques sont toujours constantes sur chaque composante connexe. Et il faut qu'on montre que cette constante est nulle, et on va la calculer. On va calculer la moyenne de psi de deux manières. Donc, si je fais la somme des psi de x sur tous les sommets, ça fait c fois le nombre de sommets. Ah, et par ailleurs, pour l'instant, oui, il faut aussi dire que le fait que BF égale F, ça veut dire que si je fais la somme des valeurs de F sur trois arêtes, sauf une qui partent d'un sommet X, ça fait la même chose que la valeur de F sur l'arête manquante, mais arrivant en X. Et ça va impliquer que pour toute arête,
le fait que psi soit égal à c, ça implique que pour tout arête, f de e plus f de e moins 1 égale c. Alors maintenant, une autre manière de calculer somme des psi de x, c'est en appliquant la définition de psi. Donc ça va donner aussi la somme des valeurs de f sur toutes les arêtes orientées, qui est aussi la somme des valeurs de f sur tous les inverses des arêtes orientées, puisque cette involution, c'est une bijection, donc sommet sur toutes les arêtes orientées ou sommet sur tous les inverses, ça donne la même chose. Donc c'est 1/2 de somme sur toutes les arêtes orientées de f de e plus f de e moins 1, qui vaut 1/2, et ça c'est constant égal à c, c'est 1/2 de c fois le nombre d'arêtes orientées, qui vaut, donc, le nombre d'arêtes orientées, c'est deux fois le nombre d'arêtes. Donc en fait, à la fin, je trouve que C fois V, c'est C fois E. Et si on se souvient que le rang cyclique, c'est nombre d'arêtes moins nombre de sommets plus 1, on voit que voilà, à partir du moment où le rang cyclique est non nul, C est forcément nul. Alors pour avoir tout à fait fini, il nous reste... Bon, alors la preuve pour la valeur propre moins 1, c'est très similaire, je ne la fais pas. Il nous reste à calculer la dimension de cet espace. Ce qu'on va voir, c'est que la dimension de l'espace propre associé à l'identité, à 1, je veux dire, c'est B-1. Et la dimension de l'espace propre associé à moins 1, alors c'est B si le graphe n'est pas biparti. Et B-1 s'il est biparti. Je vais faire la preuve du premier cas, et puis le deuxième cas, je vous laisserai vérifier qu'un argument similaire marche. Et c'est pour démontrer ça qu'en fait, on peut faire une version un petit peu simple de la cohomologie. Donc je vais introduire C0. Alors, je vais vérifier que je fais les choses dans le bon ordre. C0, c'est l'ensemble des fonctions sur les sommets, donc qui vont jouer le rôle de potentiel électrique. Et puis C1, c'est les fonctions sur les arêtes orientées. Qui sont impaires. Et celles-ci vont jouer le rôle d'intensité du courant électrique. Et il y a un opérateur D qui va de C0 dans C1 et qui, à partir d'un potentiel électrique, le défi. Donc maintenant, c'est à partir d'une fonction sur les sommets, je récupère une fonction sur les arêtes orientées. Et donc si cette arête, je l'écris xy, défi de xy, c'est phi de y moins phi de x. Alors si on calcule l'adjoint de D, alors
pour le produit scalaire qui vient de la... Le produit scalaire associé à la... mettons à la... Enfin, le produit scalaire canonique, quoi. Si on calcule son adjoint étoile, on trouve, non pas exactement celui que j'avais écrit là, parce que je me suis rendu compte qu'il manque un facteur 2, mais enfin, c'est pas très grave. On trouve... Donc maintenant, l'adjoint, il doit prendre une fonction sur les arêtes orientées et il doit donner une fonction sur les sommets. Et en fait, c'est quasiment ce que j'avais dit, mais c'est... Et voilà, il y a un facteur 2 qui manque. Et nous, grâce à la propriété précédente, ce qu'on veut calculer, donc le sous-espace propre associé à la valeur propre 1 pour la matrice de Hashimoto, c'est la même chose que le noyau de D étoile. Voilà, et c'est là que je vais dire Alors, le noyau de D étoile, c'est l'orthogonale. Alors, oui, pardon, je vais utiliser d'abord la relation rang-noyau, donc qui me dit que voilà, la dimension de l'image de D étoile, c'est la dimension de C1 moins la dimension du noyau de D étoile. Donc ça, c'est celle qui a calculé. La dimension de C1, c'est le nombre d'arêtes. Et pardon, du coup, il faut que je calcule l'image de D étoile, mais en fait, l'image de l'adjoint, c'est l'orthogonale du noyau de delta. Et le noyau de delta, ça c'est facile à identifier, c'est les constantes. Donc c'est de dimension 1. Donc autrement dit, ça, alors que je fasse les choses dans le bon ordre, ça c'est V, c'est nombre de sommets moins 1. Et donc normalement, si on met les choses ensemble, on trouve bien... Alors, est-ce que j'ai toujours cette histoire? Oui, non, alors... Est-ce que j'ai toujours un problème avec le moins 1 Alors du coup, c'est B là-bas, je pense. Si je ne dis pas de bêtises. Et là, j'ai dû intervertir les deux cas. Parce que si on... J'ai toujours un souci avec ce moins 1, mais je pense que ça dit que voilà, c'est... J'ai toujours un souci avec le moins 1, alors je pense que c'est peut-être seulement B. Bon, bref. Oui, ça a l'air d'être B. Oui, c'est B. Et du coup, là, je pense que c'est inversé aussi entre B et B-1 ici. C'est bon, vous êtes d'accord? Ouais, c'était donc. Et je pense que dans le deuxième aussi, c'est interverti entre B et B-1. Alors là, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour démontrer la formule des traces que j'avais énoncée lors du premier cours, que je ne vais peut-être pas recopier, mais on peut mettre ça comme un exercice.
c'est que si on se donne un entier positif, hein, en calculant la trace de B puissance t de deux manières, donc soit comme somme des valeurs propres, soit comme somme des éléments diagonaux, vérifier qu'on trouve bien la formule des traces que j'avais énoncée. Peut-être pour le déterminant, c'est la même chose, montrer que le déterminant de l'identité moins UB coïncide. Alors je fais un peu de mémoire, donc il y a peut-être, je crois que c'est U carré moins 1 à la puissance B moins 1 et fois déterminant. Alors je vais voir ça. Que j'écrive les choses correctement. Non, c'est 1 moins U carré moins déterminant de identité moins AU plus Q U carré fois l'identité. Donc ça, en fait, on a identifié les zéros de ces deux polynômes. Faut juste vérifier que les coefficients dominants sont les bons. Et en fait, il se trouve que cette relation, là j'ai tout fait comme si Q était constant, mais cette relation est vraie même si Q n'est pas constant. Donc Q, c'est le nombre de voisins moins 1. Donc ce qu'il faut vérifier pour le petit 3, c'est que déjà toute la partie cohomologie, elle reste vraie pour un graphe qui n'est pas régulier. Ça, les arguments que j'ai donnés là, il n'y a pas besoin que le graphe soit régulier pour que ça marche. Et puis, évidemment, là, l'identification des valeurs propres, ce dont il faut maintenant se rendre compte, c'est que maintenant, là, c'est plus un multiple de l'identité, hein, c'est une matrice diagonale. Donc, simplement, cette relation reste vraie, mais elle ne dit plus que les valeurs propres de la matrice de Hashimoto sont liées aux valeurs propres de A. Puisque là, on n'a pas A moins un multiple de l'identité, mais on a A moins une matrice diagonale. Donc, on a toujours une relation comme ça. Mais attention, ça ne veut plus dire que les valeurs propres du flot géodésique sont liées aux valeurs propres du Laplacien. Elles sont liées à des solutions d'une autre équation, mais qui ne sont pas le Laplacien. Et puis, j'ai peut-être aussi laissé en exercice le fait de vérifier ce déterminant de la matrice de Hashimoto. On peut l'écrire comme ce qu'on appelle une fonction zeta dynamique. Donc, le déterminant, donc ce polynôme caractéristique, on peut l'écrire aussi comme un produit infini. Alors, je vais essayer de ne pas... Donc c'est un produit sur toutes les géodésiques périodiques mais primitives, donc il faut les parcourir uniquement une seule fois. Et là, on a eu puissance moins la période. Hein, donc ça, c'est quand j'ai une géodésique périodique, c'est la période et voilà, c'est comme ça. Donc l'idée, c'est de partir de ça et de l'écrire. Le déterminant de identité moins UB, c'est la même chose que exponentielle de trace de logarithme de identité moins UB.
Ça, on peut l'écrire pour U assez petit. Et ensuite, il faut développer en série entière ce logarithme. Et c'est la trace de B puissance n qui va faire sortir les... Alors la différence, c'est que lui, il est défini, ce produit infini, a priori, il converge que pour U assez petit, alors que ça, c'est un polynôme, c'est défini partout. Donc ça, cette identité, a priori, est vraie. Je me suis peut-être trompée là dans le signe. Je pense que là, c'est un plus. Il y a un côté qui est défini pour U assez petit, alors que l'autre côté est défini partout. Pardon ? Oui. Ce genre d'identité, on l'a toujours si on mettait des poids sur les arêtes ? Oui, oui. Ce qu'on a fait avant aussi ? Oui, en fait, ce genre... on peut mettre aussi des poids là sur les arêtes et on récupère... oui, il y a des versions à poids. Ouais. On perd probablement ce côté topologique quand on se met à mettre des poids sur les arêtes. Alors oui, pour ceux qui sont un petit peu intrigués par... J'avais dit que ça, on peut le voir comme des potentiels électriques et ça, on peut voir comme des intensités et que donc le fait... En fait, si on écrit les équations, donc d'une part, on a D étoile I égale 0, ça c'est la loi de Kirchhoff. Et puis, I égale D phi, c'est la loi d'Ohm, à condition que chaque arête ait une résistance égale à 1. Et puis, donc ça c'est Kirchhoff. Ça c'est la loi d'Ohm. Et puis si je mets les deux ensemble, je récupère l'équation de Laplace, que D étoile D phi égale 0. Donc pour ceux qui sont un petit peu intrigués par ça et qui ont envie d'en savoir plus, donc il y a déjà j'avais mentionné le livre de Michel Audin, La formule de Stokes, qui est un livre plutôt historique et littéraire, hein, c'est la formule de Stokes. Et puis sur des textes un peu plus mathématiques, Lefschetz a écrit un livre je ne sais pas si on le trouve facilement dans les bibliothèques, mais on le trouve en tout cas sur Internet. Ça s'appelle quelque chose comme Applications of Algebraic Topology ou quelque chose comme ça. Qui sont en fait, je crois, basés sur un cours qu'il avait donné, une introduction à la topologie algébrique pour les ingénieurs, où il commence par ça en fait. Ah oui, alors maintenant, on va pouvoir écrire explicitement les décroissances des corrélations pour le flot géodésique, en commençant par les fonctions qui sont... On avait dit, hein, ça marche pour des fonctions suffisamment régulières, et on va commencer par les fonctions qui sont juste des fonctions sur les arêtes. Donc, si on écrit la décomposition spectrale de la matrice B, donc l'espace des fonctions sur les arêtes orientées, il y a d'une part les espaces propres associés aux valeurs propres plus ou moins 1, dont on a vu l'interprétation topologique. Et puis après, il y a tout ce qui vient des fonctions propres du Laplacien. Donc il y a tous les autres espaces propres.
Donc il y a 2 espaces propres par fonction propre du Laplacien. Et puis il y a, on avait dit, ça c'est pour les valeurs propres. Il y a c'est pour les valeurs propres différentes de plus ou moins 2 racines de Q, parce que pour celle-ci, on avait vu qu'au lieu d'avoir 2 valeurs propres distinctes, on avait un bloc de Jordan. Donc le bloc de Jordan, ça va se voir en disant qu'au lieu d'avoir un espace propre, on a un espace caractéristique. Donc c'est le noyau de B moins racine de Q identité au carré. Celui-là, il apparaît si j'ai la valeur propre 2 racine de Q, et puis j'ai la même chose avec moins 2 racines de Q. Qu'est-ce qu'on peut faire comme remarque importante à quelque chose que j'aurais pu dire avant, c'est que le calcul qu'on a fait du noyau de B moins l'identité, il montre que le noyau de B moins l'identité, c'est la même chose que le noyau de son adjoint, B étoile moins l'identité. Parce qu'on aurait obtenu exactement la même réponse si on avait fait avec B étoile. Et ça implique que toutes ces sommes-là sont orthogonales. À vérifier, mais ça implique d'une part, ce que j'ai pas dit, c'est que pour plus ou moins 1, on a vraiment un espace propre, et pas seulement, c'est pas seulement un espace caractéristique, mais un sous-espace propre, et ça implique, exercice, le fait qu'on ait ça implique que toutes ces sommes-là sont orthogonales. La seule somme qui n'est pas orthogonale, c'est ici. Donc cette matrice, bien que n'étant pas auto-adjointe, elle a une décomposition spectrale pas trop horrible, ce qui est assez, comme j'ai dit, c'est assez remarquable parce que assez vite, quand on prend des matrices non auto-adjointes, il y a plein de problèmes qui apparaissent. Et puis on avait écrit, on avait aussi vu que les fonctions propres de la matrice de Hashimoto, celles qui viennent du Laplacien, on a même on n'a pas seulement une relation explicite entre les valeurs propres, mais on a une relation explicite entre les vecteurs propres, puisqu'on obtient à partir d'une fonction propre de A, les 2 fonctions propres que j'obtiens, alors que c'était comme ça, je pense. Donc les 2 fonctions propres que j'obtiens, elles sont explicites. Grâce au... Voilà, on a une relation explicite entre les fonctions propres de A et les fonctions propres de B. Et puis pour B étoile, la même chose, parce que B étoile, on avait dit que B étoile et B sont conjugués par l'involution qui consiste à changer le sens des arêtes. Donc ça, c'est une fonction propre de B. Et puis, si je change le sens de l'arête, qu'est-ce que je raconte ? Si je change le sens de l'arête, ça revient juste à échanger le rôle de X et Y dans la ligne précédente. Donc si j'échange juste X et Y, j'obtiens une fonction propre de B étoile. Et puis on peut calculer que le produit scalaire, si j'apparie une fonction propre de B et une fonction propre de
B étoile pour la même valeur propre, j'obtiens une quantité non nulle qu'on pourrait calculer. C'est une certaine fonction de S que je ne vais pas calculer, mais qui est non nulle. Et par contre, si j'apparie les fonctions propres de B et B étoile, mais associées aux deux valeurs propres différentes, j'obtiens forcément 0. Il n'y a pas le choix. Même sans le calculer, on peut dire que ça va faire 0. Ça veut dire que quitte à renormaliser le F tilde, j'obtiens la base duale. Donc si j'appelle F étoile epsilon S, c'est simplement le F tilde epsilon S, mais que je divise par cette constante C2S que je n'ai pas calculée, enfin une certaine fonction qu'on pourrait rendre explicite. J'obtiens, ça c'est la base duale de la base F epsilon S. Donc maintenant, voilà, je peux me servir de ça pour écrire la décroissance des corrélations si j'ai deux fonctions UV. Alors, à la fin, je veux arriver à des fonctions sur le fibre émetteur tangent, mais pour l'instant, partons de fonctions cylindriques. Donc, j'avais appelé l'espace L2, 0, 0, hein, c'est l'espace des fonctions cylindriques, mais qui dépendent que de la première arête. Donc, ça s'identifie à l'espace des fonctions sur les arêtes. Comment on va faire sortir les corrélations du flot géodésique? Je vais décomposer U et V. Je vais décomposer U selon la décomposition spectrale de B, et je vais décomposer V selon la décomposition spectrale de B étoile. Donc j'ai U1 et U-1, ce sont les projections orthogonales sur les noyaux sur l'espace propre associé à plus ou moins 1. Et puis après, j'écris en fait toutes les projections sur tous ces espaces propres, mais ce que je veux souligner, c'est que ces projections sont explicites parce que je connais vraiment les bases de fonctions propres dans les deux cas. Alors, dans lequel il ne faut pas que je me trompe de sens. U, en fait, je vais le décomposer dans la base F étoile, et V, je vais décomposer dans la base F. Et à chaque fois, j'ai deux termes qui sortent. Ça, c'est pour les valeurs propres différentes de plus ou moins 2 racines de Q. Et puis, pour ces deux valeurs propres particulières, c'est toujours un petit peu embêtant parce qu'il faut... La base qu'on regarde, c'est plus une base qui diagonalise la matrice, mais je vais peut-être faire comme s'il n'y avait pas cette valeur propre. Du coup, c'est une base dont la première... on peut prendre une base de cet espace dont la première composante, c'est une fonction propre, mais la deuxième n'est pas une fonction propre. Je vais faire comme si... je vais faire le cas où lambda J, où aucune des valeurs propres ne vaut plus ou moins racine de Q. Et puis V, je vais faire la même chose, mais je décompose dans la décomposition spectrale de B étoile. Non, de B, pardon. Donc là, j'ai utilisé B étoile, et là, j'ai utilisé B. Donc, ça va faire...
Voilà. C'est bon, c'est lisible. Alors, ce que je note entre parenthèses, c'est vraiment le crochet de dualité. Et quand je note avec des crochets, c'est le crochet L2. Et c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui est antilinéaire et l'autre qui ne l'est pas. Et c'est toujours embêtant parce que si on veut travailler avec l'un, il faut mettre des barres et pas avec l'autre. Donc là, j'ai décidé... Du coup, là, je vais écrire les corrélations entre U et V rond cils-maté. Je vais l'écrire avec le crochet de dualité. Si on voulait le crochet L2, il faudrait juste remplacer V par V bar. C'est toujours embêtant parce que le crochet entre les distributions et les fonctions, ça n'étend pas exactement le crochet L2 et c'est pénible. Donc je vais prendre un temps positif entier. On a vu que les corrélations entre U et V rond cils-maté, c'est la même chose que l'opérateur de transfert ST appliqué en U à parier avec V, et c'est la même chose que 1 sur Q puissance T, B étoile U, V. B étoile U à la puissance T fois V. Et donc, ça va me donner, si j'applique B étoile à ça, ça va me donner 1 sur Q puissance T fois l'appariement entre U1 et V1. Après, je vais avoir moins 1 sur Q puissance T, moins 1 sur Q à la puissance T fois l'appariement entre U-1, V-1. Et puis après, je vais avoir somme. Alors, à chaque fois, je vais avoir 1 sur Q puissance epsilon. Alors, c'est dans quel sens? Oui, epsilon S. Là, je vais avoir deux termes à chaque fois, plus ou moins SJ à la puissance T. Et puis, je vais avoir les coefficients qui sortent, c'est la projection de U la projection spectrale de U pour B, et puis la projection spectrale de V pour B étoile, ou l'autre sens. Donc là, à chaque fois, c'est plus ou moins SJ, j'ai à chaque fois deux termes qui sortent. Donc ça a l'air d'être à peu près ça. Oui. Et ça, alors quelqu'un m'avait demandé, ça c'est un cas un petit peu basique de développement en état résonant. Là, on voit que c'est vraiment une égalité. Ça, c'est d'habitude dans un développement en état résonant, c'est un développement asymptotique, il y a un reste. Là, c'est une égalité pour tout temps positif. Mais ça, le fait que ça soit une égalité, c'est pour tout temps positif, c'est spécifique au fait que j'ai choisi des fonctions qui dépendent que d'une seule arête. Et ce qu'on va voir tout de suite, c'est que si on prend maintenant par exemple des fonctions cylindriques mais qui dépendent de plusieurs arêtes, l'égalité, elle va être vraie, mais seulement à partir d'un certain temps. Je vais l'écrire tout de suite. Et puis si après on voulait passer à des fonctions... En fait, plus... Là, je suis en train de travailler avec des fonctions extrêmement régulières, et moins les fonctions vont être régulières, plus il va y avoir un terme d'erreur dans ce développement asymptotique. Alors maintenant, je vais définir vraiment ce qu'on appelle les états résonants au sens de Ruel. Alors ça, on commence à les voir apparaître ici. Mais voilà, les états résonants, c'est vraiment des objets qui vivent sur le fibré unitaire tangent. C'est des distributions, si on veut.
Alors c'est état résonant d'Hörner. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que j'ai une fonction, finalement, à chaque fois que j'ai une fonction propre de la matrice de Hashimoto, donc qui vérifie BF égale mu F pour une des valeurs propres qu'on a calculées précédemment. On va pouvoir construire alors au départ, je vais les définir comme un objet vraiment dégoûtant qui est une mesure finiment additive, mais en fait, c'est un petit peu mieux. On va voir que c'est une distribution, mais au début. Donc, ça va être une mesure sur ce qu'on avait appelé le fibré unitaire tangent. Elle va être définie sur les ensembles cylindriques. Donc je vais définir cette mesure sur les ensembles cylindriques. Et a priori, elle est seulement. C'est pas une mesure positive, et elle est seulement finiment additive. Et là, dit comme ça a l'air d'être un objet assez sympathique, mais en fait, une mesure finiment additive, c'est le pire objet qui puisse exister. On peut presque rien faire avec. Ça ressemble très vaguement à une mesure, mais en fait, on peut. En gros, c'est dans le dual des ensembles cylindriques. Ça veut dire qu'on peut intégrer très très peu de fonctions le long de cette mesure. Et en réalité, la mesure finiment additive qu'on va définir, elle va être un petit peu mieux. Elle va être dans le dual. Ça, je ne développerai pas trop, mais je le dirai un tout petit peu. Elle va être plutôt dans le dual des fonctions Hölder, donc elle va être un petit peu mieux. Mais c'est une distribution, ça ne sera jamais une vraie mesure. Donc je vais la définir comme ça, en disant que TF du cylindre. Donc, supposons que j'ai un cylindre donné par une suite d'arêtes entre les temps -m et n. Donc, c'est toutes les géodésiques qui, entre les temps -m et n, empruntent une suite d'arêtes fixées de taille finie. Et après et avant, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Alors, si je ne me suis pas trompée dans l'ordre des choses, la définition, la formule, c'est la suivante. Et je vais plutôt, au lieu de prendre des suites d'arêtes, ça va peut-être être légèrement mieux de prendre des suites de sommets. Et c'est la même chose parce que j'ai fait quelques hypothèses restrictives sur mes graphes. Donc, au lieu d'écrire une suite d'arêtes, j'écris une suite de sommets. Ça va être F de xn-1 xn. Donc la fonction f évaluée en la dernière arête fois 1 sur q puissance m fois mu puissance n. Alors exercice, vérifier que c'est bien une mesure finiment additive. Hein, c'est pas... Et puis, la deuxième chose, c'est que si je la pousse
par le flot, si je la transporte par le flot géodésique, alors là, c'est là, j'espère. En fait, cette mesure, si je la transporte par le flot géodésique, par le shift sigma, elle se retrouve multipliée par elle-même. Si je ne me suis pas trompée, c'est Q divisé par mu. Et puis, alors là, j'ai fait avec les fonctions propres de B, mais on peut faire aussi la même chose avec les fonctions propres de B étoile. Et on obtient. Donc maintenant, si je fais avec les fonctions propres de B étoile, je vais obtenir T étoile, F étoile. Et la définition va être dans l'autre sens. C'est-à-dire, je vais prendre F étoile de la première des arêtes, donc de x moins m plus 1. Et la normalisation, ça va être... c'est tout dans l'autre sens, donc ça va être Q puissance n, mu puissance n. Et celle-ci, maintenant, elle vérifie que si je la pousse par le flot, par sigma, c'est aussi une fonction propre, mais pour l'inverse. Donc ça va être mu sur Q. Et c'est elle qu'on appelle, Dorst Lurwell avait vu dans les années 80, c'est ça qui jouerait le rôle de ce qu'on appelle les états résonants de Lurwell. Et pour tout dire, quand il y a un bloc de Jordan, je n'ai pas écrit ce qu'il faut prendre comme définition de l'état raisonnement pour la deuxième. Enfin, voilà, j'ai la fonction propre, voilà, j'ai défini les états raisonnants pour les fonctions propres, et quand il y a un bloc de Jordan, donc pour la deuxième fonction de la base, à vérifier. Non, il faut peut-être juste prendre la même formule, mais simplement. Non, c'était peut-être là, voilà, à vérifier, mais probablement ce qui change quand on a un bloc de Jordan, c'est qu'on garde probablement la même formule, mais que la mesure qu'on a construite sur le fibre unitaire tangent, c'est plus. Quand je la transporte par le flot géodésique, j'obtiens plus une mesure. Elle est plus multipliée par elle-même, je récupère l'autre état résonant en plus. Mais je n'ai pas vérifié que tout marchait bien. Donc après, ce qui se passe, c'est maintenant, si j'ai deux fonctions cylindriques, mettons dans L de 0M, ça veut dire des fonctions qui dépendent que de enfin des alors, est-ce que j'ai une bon nombre? Ça doit être ça. Qui dépendent que des m premières arêtes, c'était ça la définition que j'avais donnée, donc des m plus 1 premier sommet. Si je veux calculer, maintenant si je me donne un t positif, si je veux calculer les corrélations entre U et V rond sigma t, ça reste vrai. Ça reste vrai que ça revient à appliquer l'opérateur de transfert à U. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que si T est plus grand que M, si je prends une fonction qui dépend de M coordonnées, je lui applique l'opérateur de transfert un temps plus grand que M, cette nouvelle fonction-là, elle dépend plus que de la première arête. Donc je vais pouvoir appliquer ce que j'avais fait précédemment, mais à cette fonction-là.
Donc je vais écrire ça comme ST-M fois SM de U. Je vais écrire comme ça. Voilà, c'est U auquel j'applique l'opérateur de transfert M fois, il ne dépend plus que de la première arête. Et puis il me reste, après, je lui applique S puissance T moins M. Et puis V dépend de M arête, mais comme maintenant je suis en train de l'apparier avec quelque chose qui dépend que d'une arête, je peux toujours considérer la projection orthogonale de V sur les fonctions qui dépendent que d'une arête. Et maintenant, je suis ramené au cas précédent. Donc, je peux écrire ça maintenant. Je vais pas effacer ça. Hein, maintenant, au lieu de l'appliquer à U, je vais l'appliquer à U transporté M fois par l'opérateur de transfert. Et au lieu de l'appliquer à V, je vais l'appliquer à V que je projette sur les fonctions ne dépendant que de la première arête. Donc je peux écrire ce que j'avais écrit précédemment. Et puis T, voilà, maintenant T, c'est devenu T moins M. Et là où tout se passe très joliment, c'est que si je calcule, je réapplique ce que j'avais fait précédemment et je calcule donc le crochet de dualité entre F et SM de U. En fait, tout va se réexprimer uniquement en termes des états résonants. Ça va faire TF apparié avec U et multiplié par, je crois que c'est par mu sur Q à la puissance M. Et puis, le crochet de dualité entre F étoile et la projection de V sur l'espace dépendant des fonctions dépendant que de la première arête, ça fait exactement T étoile, F étoile appliqué en V. Voilà. Alors là, je ne sais pas si c'est dans le bon sens. Est-ce que c'est... Ouais, si, c'est bon. Donc en fait, toutes ces choses qui ont l'air un petit peu bizarres se expriment juste avec les états résonants. Et donc, et ça, c'est vrai pour T-M. Donc on obtient, je ne vais peut-être pas recopier le résultat, on obtient un développement en état résonant pour les corrélations, et en supposant qu'on a des fonctions cylindriques. Et il est vrai, en fait, c'est une égalité dès que T est plus grand que M. Donc ça répond à la question que quelqu'un m'avait posée. D'habitude, les développements en état résonant, c'est des développements asymptotiques avec reste, mais là, on est dans une situation suffisamment simple et avec des fonctions, on est avec des fonctions tellement régulières que en fait, ça devient une égalité à partir d'un certain rang. En fait, le flow géodésique, il a une valeur propre supplémentaire, mais qui est égale à 0. En fait, on est quand même en train de le faire agir sur un espace de dimension infinie, donc il devrait quand même avoir... il ne devait pas juste seulement avoir un nombre fini de valeurs propres, mais la valeur propre qui monte, c'est 0, donc on ne la voit pas dans les corrélations.
je vais parler un petit peu de ce que Reuel appelait la propriété de Gibbs. En fait, quand Reuel, donc, je vous ai cité son article qui s'appelle Resonances of Chaotic Dynamical Systems. Donc, dans cet article, il dit que d'une manière générale, quand on a un système dynamique chaotique et qu'on prend des corrélations d'observables assez régulières, on doit avoir ce type de développement pour les corrélations. Au départ, ce n'est pas un résultat, c'est quelque chose qu'on a observé sur un certain nombre d'exemples et on se dit que ça serait une description satisfaisante de ce qui se passe en général pour un système dynamique chaotique. On ne sait pas le faire dans le cadre le plus général possible, mais maintenant on commence quand même à savoir le faire pour pas mal d'exemples de systèmes chaotiques. Et par contre, Reuel dit, mais sans vraiment préciser ce qu'il veut dire, et je pense qu'en fait, il n'y a pas une notion très précise en général de ce que ça doit vouloir dire. Il dit que ces états résonants doivent avoir une propriété de Gibbs. Il se trouve que là, on la voit, mais je pense qu'en général, il n'y a pas de notion bien précise derrière ça. Donc ça, c'est un cas où on voit vraiment cette propriété de Gibbs. Quand on fera le flow géodésique sur les surfaces hyperboliques, on verra déjà qu'en fait, il y a un problème à énoncer la propriété de Gibbs. C'est vraiment, je suis curieuse de savoir s'il y a vraiment une bonne notion générale de ce que ça veut dire, cette propriété de Gibbs des états résonants. J'y avais fait un petit peu allusion lors du premier cours. J'avais dit que les états résonants là, qu'on a construits, ils sont. Donc, alors, les TF, il va avoir une espèce d'invariance par le flot orocyclique stable, on va dire. Je vais préciser ce que je veux dire. Je vais dire ça comme ça. C'est invariant par la relation d'équivalence orocyclique. Et ça va être dans la direction stable. Et puis les T étoiles F vont avoir une propriété du même style, mais dans la direction instable. Alors je vais préciser ce que ça veut dire. Là, ce qui rend un petit peu compliqué l'énoncé, c'est qu'on n'est pas sur une variété. Donc on a un système dynamique chaotique, mais on n'a pas une variété stable et une variété instable qui sont des variétés. C'est ce qui me force à utiliser cette terminologie un peu étrange. Mais cela dit, je pense que d'une manière générale, c'est difficile de démontrer une propriété de ce type. Et là, si j'arrive à la démontrer, c'est vraiment parce que je suis dans un cas où le spectre est assez simple à décrire. Je pense que si on faisait ça avec une chaîne de Markov plus générale, ça ne serait pas complètement clair en fait comment s'énonce cette propriété. Alors comment on fait ? Juste, je retrouve. Pardon. Je vais juste éviter de m'embrouiller entre stable et instable. Donc sur l'espace, sur le fibré unitaire tangent, il y a une relation d'équivalence. Donc je vais me donner n'importe quel entier positif, enfin non, même entier positif ou négatif. Je vais dire que de suite,
Donc, des éléments du fibré unitaire tangent, c'est des suites d'arêtes. Bon, je la note par la lettre H comme orocyclique, c'est un petit peu en référence aux orocycles de la géométrie hyperbolique. Si j'ai deux suites d'arêtes, donc deux géodésiques, je vais dire qu'elles sont équivalentes pour cette relation d'équivalence HK si les deux suites coïncident à partir du temps K. Donc ça veut dire que c'est des géodésiques qui, dans le passé, font un petit peu ce qu'elles veulent indépendamment l'une de l'autre, mais à partir du temps K, elles coïncident. Donc à l'instant K, elles coalescent et puis elles deviennent identiques. Alors ce qu'on peut noter, c'est que donc j'ai toute une famille en fait de relations d'équivalence pour chaque cas. Alors la relation HK-A, elle est inclue dans HK. Autrement dit, les classes d'équivalence, si deux suites sont équivalentes pour K-1, elles sont aussi équivalentes pour K. Donc c'est ça que j'appelle la relation d'équivalence orocyclique stable. En fait, j'ai même une infinité de relations d'équivalence, j'en ai une pour tout entier. Et à quoi ressemble, une classe d'équivalence pour HK? Les classes d'équivalence pour HK, elles s'identifient naturellement à l'arbre. Chaque classe d'équivalence peut s'identifier naturellement à l'arbre enraciné Q plus 1 régulier. Chaque classe d'équivalence peut être identifiée à l'arbre enraciné Q plus 1 régulier, c'est-à-dire où chaque alors je vais faire le dessin avec, je crois que j'ai fait tous mes dessins avec Q égale 3, donc on va faire ça. Chaque classe d'équivalence, elle ressemble à ça, infinie. Et donc elle porte une mesure naturelle qui est la mesure harmonique. Enfin, peut-être, je ne devrais pas dire à l'arbre, je devrais dire au bord à l'infini de cet arbre. Chaque classe d'équivalence, elle peut identifier au bord à l'infini de l'arbre enraciné. C'est les bouts. Chaque classe d'équivalence, elle va s'identifier au bout de cet arbre, et donc elle porte une mesure naturelle qui est la mesure harmonique sur les bouts de cet arbre. C'est l'unique mesure, c'est la mesure uniforme, si on veut, qui met un poids égal à chaque ensemble cylindrique. Et la proposition, c'est que si j'ai une transformation ρ sur le fibré unitaire tangent, qui d'une part, alors il doit falloir qu'elle préserve la notion de cylindre.
Elle envoie un cylindre éventuellement sur une union de cylindres. Donc elle préserve finalement l'algèbre engendrée par les cylindres. Je vais supposer... En fait, je suis en train d'essayer de trouver une manière de dire que ce ρ, ça va être quelque chose qui remplace le flot eurocyclique. Le problème, c'est que les variétés stables ne sont pas des variétés, donc je ne peux pas parler en termes de géométrie différentielle. Donc je vais vouloir qu'elle préserve les relations, chacune de ces relations d'équivalence. Et puis, je vais supposer qu'elle préserve la mesure naturelle sur chaque eurocycle, sur chaque classe d'équivalence. Donc elle préserve la mesure naturelle sur chaque variété. Donc là, les relations d'équivalence, hein, c'est ce qu'on a envie d'appeler des variétés stables. C'est pas des variétés, mais c'est voilà. Et on a envie que on suppose qu'on a une transformation ρ qui préserve cette mesure naturelle sur chaque variété stable. Alors, la distribution de Ruel, si je la push forward, si je la pousse en avant par ρ, elle est invariante. Et pour les transformations T étoiles, il y aurait la même chose, mais il faudrait définir des classes d'équivalence instables au lieu de stables. Alors, oui, là, donc voilà, c'est énoncé compliqué, mais parce qu'en fait, finalement, dans le cas des surfaces hyperboliques, on dira juste que enfin, ça ne sera même pas tout le temps vrai, mais ce qui va remplacer ça, c'est de dire que les états résonants sont invariants par le flot eurocyclique. Là, on ne peut pas le dire en vocabulaire aussi simple à cause du fait qu'on n'est pas sur une variété, mais à chaque fois qu'on a une transformation qui préserve les variétés stables et la mesure naturelle sur les variétés stables, elle doit aussi préserver les états résonants. Donc je pense que c'est ça qui se cache derrière la propriété de Gibbs de Ruel. Alors si on veut le démontrer, soit on regarde la formule que j'ai écrite tout à l'heure, parce que si vous regardez la formule, on voyait bien qu'il y avait une direction où la TF, il y avait une direction où c'était la mesure uniforme, et dans l'autre direction, il y avait la fonction f qui jouait. Mais en fait, peut-être même plus intéressant, c'est de dire que, en fait, à partir du moment où le développement en état résonant existe, on doit forcément avoir cette propriété. Enfin, si le développement en état résonant existe, on doit forcément avoir ça. Et c'est là que je dis que je pense que c'est problématique d'étendre ça à des systèmes dynamiques plus généraux, parce que si vous vous souvenez à quoi ressemblait le spectre de la matrice de Hashimoto, il y avait ce qui est assez particulier, hein, le spectre du flot géodésique. On est dans un cas où en gros tout est sur un cercle. Là, il y a deux valeurs propres un peu topologiques, puis il peut y avoir quelques valeurs propres ici. Et après, j'ai dit, finalement, il y a la valeur propre 0 qui est avec multiplicité infinie, mais qu'on ne voit pas dans le développement en état résonant. Je pense que ce qui fait que la propriété de Gibbs marche, c'est vraiment le fait qu'on est sur la couche extérieure. Enfin, il n'y a qu'une seule couche d'état résonant. Ce qu'on va voir quand on fera le flot géodésique des surfaces hyperboliques, il y aura un dessin un peu du même genre, mais avec une infinité de couches concentriques. Le spectre, il va être comme ça. Et en fait, la propriété de Gibbs, la variance par le flot eurocyclique, elle sera vraie uniquement sur la couche externe.
et à l'intérieur, on n'aura plus ça. Donc, c'est pour ça que je dis que Lorwell a écrit que les états résonants doivent avoir une propriété de Gibbs. Je pense que trouver un énoncé vraiment général va être compliqué, parce que déjà pour le flot géodésite des surfaces hyperboliques, il y aura quelque chose qui remplacera la propriété de Gibbs à l'intérieur, mais ça sera plus compliqué que ça. Et voilà, ça va être l'heure de s'arrêter, et donc dans un quart d'heure, il y a l'exposé de Alicia Collard. Je vous remercie.